Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Sommet de l'Élevage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Lefloc. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, je te connais un petit peu. Tu es présidente de la coordination rurale. On va se tutoyer et on va parler des vrais dossiers. Premier dossier, Lactalis, qui veut baisser donc de 8% sa collecte. Est-ce que c'est le premier industriel à ouvrir la voie et derrière des coopératives, d'autres acteurs vont se lancer dans la même dynamique? Eh bien, écoute, moi, je voudrais d'abord souligner qu'on aurait pu prendre ce phénomène de réduction de la production comme un bon signe pour nous à la coordination rurale qui défendons la régulation des productions, justement, peut-être produire moins, mais pour avoir des prix beaucoup plus justes et des prix qui nous apportent cette rémunération qu'on attend tous et depuis longtemps. Le problème, c'est que Lactalis intervient de façon unilatérale, sans jamais rentrer dans la négociation comme si comme s'ils étaient tout puissants. Oui, ils sont puissants, ils sont présents dans 51 pays au niveau mondial, mais quel objectif? Je l'ai dénoncé. On a un phénomène auprès de nos industriels qui touche essentiellement les privés, mais aussi toutes ces multinationales qui ont pu se développer sur le dos des agriculteurs et qui fait qu'aujourd'hui, par des prix de transfert, peuvent exporter pas cher et importer très cher. En exportant pas cher, on est sûr de ne pas faire du résultat en France. Et c'est ça le seul objectif qui aujourd'hui mine ces industriels, parce que ça sera la raison pour ne pas payer plus les agriculteurs. Ce sera la raison pour ne pas respecter Egalim. Et comme on sait que d'un autre côté, le ministère, les gouvernements les ont toujours protégés. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour justement davantage contrôler ces industriels et leurs pratiques ? On connaît déjà la condamnation de Lactalis pour suspicion de fraude fiscale, les 300 millions d'euros qui ont été provisionnés. Eh bien, on aimerait en savoir plus. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que c'est le premier d'une longue liste? Alors, ça pourrait être le premier d'une longue liste. Et sous prétexte que nos industriels laitiers ont des outils aujourd'hui en surcapacité. Ce que je répondrais à ça, c'est que dès 2012, 2013, 2014, tous les industriels laitiers en France anticipaient la fin des quotas et une augmentation de la production laitière d'au moins 20%, ce qui ne s'est pas produit. Ils ont tous investi sur 243 projets en Europe, plus de 70 étaient réalisés en France. Le souci, c'est qu'ils vont mettre en avant cette surcapacité, mais ces outils sont payés. Ces outils sont payés, donc même s'ils tournent à vide, je suis désolée. Il s'agirait là d'erreurs d'entreprise et ce n'est pas aux agriculteurs de payer. Il y a eu un rapport de la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme. On en a parlé hier, on avait justement des représentants, qui fait un constat en disant les aides, globalement, ça ne va pas dans le bon sens. La preuve, on a de plus en plus d'éleveurs, donc ils sont pauvres, et pourtant il y a des aides, et ces aides sont captées par le maillon intermédiaire. Quel est ton avis là-dessus? C'est la transformation. Alors déjà, les aides, évidemment, depuis 92, depuis l'année où est née la coordination rurale, on a tout de suite dénoncé le fait que ce système qui allait permettre l'accès à des produits agricoles pas chers pour nos industriels, compensés par des aides de l'Europe, était une politique uniquement écrite au profit des industriels. Donc depuis 30 ans, les industriels se gavent sur notre dos et ont pu se développer. Donc oui, la répartition des aides n'est pas juste et en tous les cas, elle ne va ni chez les producteurs, qu'ils soient éleveurs ou céréaliers. Ces aides vont aujourd'hui à l'export pour les céréaliers et il faudrait le mesurer. Et quand il s'agit de l'élevage, eh bien, on voit très bien où on en est aujourd'hui, même en 2023, année qui serait considérée comme correcte de la part de beaucoup d'économistes. Eh bien non, même pour les producteurs d'ovins, les producteurs de bovins, les aides de la PAC, c'est 150% du revenu courant avant impôt. Rappelle-toi, au mois de janvier, vous étiez sur les barrages. Voilà, ça a marché. Il y a eu l'obtention, manque de peau, il y a eu la dissolution après, et vous êtes revenu à la case départ. Vous n'avez rien gagné. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire que le fait politique, en fait, remet en cause toute la volonté?
Alors, on a beaucoup de paroles et on a très peu d'actes. On a beaucoup d'annonces et rien de concret. Donc, nous, ce qu'on a demandé la semaine passée à la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, c'est justement l'état des lieux de ce qui a réellement été mis en œuvre. Quand on parle de 2 milliards d'euros de garantie des prêts pour les jeunes, j'aimerais savoir combien de garanties ont réellement été apportées. Quand je parle de l'axe 5 du plan pour la reconquête de la souveraineté de l'élevage, 80 millions d'euros, dont plus d'un quart qui était prévu pour tout ce qui était aspect sanitaire. Mais cet argent, il n'a pas été distribué, donc il est disponible. Donc on aille auprès des éleveurs d'ovins, de bovins, qui sont touchés par la fièvre catarrhale, par la MHE. Mais l'argent, il est là. Qu'on le distribue et qu'on sauve nos élevages. C'est tout ce qu'on a à dire. Tu veux dire que sous Attal, il y a eu de l'argent qui a été annoncé, qui n'a pas été utilisé? Eh bien, tout à fait. Il y a eu de l'argent mis de côté, sans passer forcément par le projet de loi de finances. C'est le cas justement pour cette enveloppe, pour le projet de reconquête de la souveraineté élevage. Pour d'autres mesures, les 50 millions par exemple, pour la taxe foncière sur le non-bâti, ces abattements qu'on attendait tous. Et c'est pour ça que nous, à la coordination rurale, on pensait que c'était acquis. Et quand au mois de juillet, on a demandé d'office appliquer les 30% d'abattement que vous nous avez promis, mais non. En fait, il faut passer par la loi de finances pour ce projet-là. Donc voilà, mensonge, mensonge, mensonge. Tu es confiant? Tu n'as pas l'impression que cet argent il va aller directement à essayer de renflouer un peu le déficit? Eh bien, je pense que l'État ne veut plus nous accompagner. Et quand on voit la lettre de mission, la lettre budgétaire, avec près d'1 million d'euros de moins pour l'agriculture, qui touche sur ce qu'on appelle le programme 149, c'est quand même toutes les mesures qui devraient accompagner l'adaptation au changement climatique, les réserves de crise. En fait, ils ont tout faux. Tout faux. Et là, je pense qu'il continue comme ça, qu'il valide ce processus ou cette direction, et on sera dans la rue beaucoup plus tôt que prévu. Dès le mois d'octobre, on peut peut-être vous retrouver sur les autoroutes? Écoutez, on a discuté avec la ministre de l'Agriculture, elle a notre parole. Moi, j'ai dit que le vase, il était plein, que je ne pourrais pas l'empêcher de déborder. Maintenant, on lui fait confiance, il faut lui donner du temps. Je ne vais pas lui dire en 15 jours, j'attends ça. Je veux juste déjà les directions, des directions concrètes, et que les promesses soient enfin remplies et tenues. Plutôt confiante dans la ministre de l'Agriculture? Moyennement confiante. Moyennement confiante parce qu'ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est les économies à réaliser. Or, nous, on lui donne des sources de budget pour justement financer tout l'accompagnement dont l'agriculture a besoin. On va parler un peu des chambres d'agriculture, de l'élection des chambres d'agriculture au mois de janvier prochain. C'est important pour vous parce que vous savez que vous avez marqué des points au printemps dernier. Enfin, il y a eu même des jeunes qui vous ont rejoint en masse. Là, vous êtes confiant? Alors moi, je suis par nature confiante parce que quand on mène un projet, un combat, il faut aller de façon positive. J'étais cycliste, j'allais pas forcément pour gagner, mais j'allais pour participer et pour progresser. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui sont avec moi sont soit derrière moi, soit devant moi et me tirent et m'encouragent à aller de l'avant. Donc on n'a jamais gagné tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Le résultat sera le résultat du choix des agriculteurs. C'est un référendum. Soit les agriculteurs considèrent que la politique des 30 dernières années leur convient et ils votent comme ils ont toujours voté, soit ils votent le changement. Le changement, ça veut dire qu'on reprend notre agriculture en main. Ça veut dire qu'on cultive l'indépendance pour récolter la liberté. La liberté, ça veut dire couper toute dépendance, dépendance de l'Europe, dépendance des industriels, qu'on ne rentre pas dans cette financiarisation de l'agriculture. On veut des fermes dans lesquelles il y a des chefs d'entreprise et non des esclaves. Véronique, je reprends ta métaphore sportive, mais j'ai l'impression que la course, elle ne démarre pas. C'est-à-dire qu'on est à quelques semaines, enfin quelques mois, et pourtant personne n'en parle des élections en chambre. Alors personne n'en parle, mais tout le monde en parle. C'est ça une course en point, une course en ligne. Parfois ça se joue sur les 200 derniers mètres. Moi je fais du fond. Je suis sur le terrain. En 4 mois j'ai fait plus de 40 départements. J'écoute les agriculteurs, je relaie et je fais mon maximum. Maintenant qu'ils me fassent confiance, s'ils veulent que ça continue et que je sois encouragée, je compte sur eux. Voilà. Merci beaucoup Véronique d'être venue ici sur TV Agri, donc pour partager cette vision et ces idées. Merci. Merci à toi. Et puis merci à vous.